باهي. نبدأ إن شاء الله سامحوني مرة أخرى بربي. باهي. Donc on va continuer donc avec l'audit. En fait, on va juste, il nous a resté donc quelques tests donc à faire au niveau de l'audit des ventes clients. Donc c'est cette partie en fait partie de vérification des remises ou bien des ristournes. En fait, on doit là en fait on doit s'assurer de la réalité et de la correcte comptabilisation des ristournes de fin d'année. En fait, pour cette société, donc elle a un barème de ristournes en fait en fonction du chiffre d'affaires. Donc, par exemple, là, donc, le palier de chiffre d'affaires entre 30 000 et 50 000, c'est 2,5% et ainsi de suite. Donc, nous, en fait, on va tester donc, l'application de ces ristournes-là, donc ligne par ligne, en fait, c'est client par client, en fait, parce que la ristourne, il se fait donc une fois par année, donc à la fin de l'année ou bien au début de l'année. Donc, on va vérifier le chiffre d'affaires, le cumul de chiffre d'affaires réalisé durant l'année donc précédente, et on va appliquer donc notre barème. D'accord? Donc, on va mettre donc le taux appliqué, et comme celui-là, la colonne E, et on va mettre le taux, donc, le taux de barème. Voilà. Donc, le ristourne appliqué et taux de barème et ristourne selon barème, et on va détecter les écarts. Et donc, s'il y en a des écarts, par exemple, dans ce cas-là, donc il y en a l'écart pour cette société Mind, donc qu'elle a obtenu donc ristourne de 75 562, alors que normalement, selon le barème, donc c'est juste 63 739. D'accord? Donc, le taux appliqué, donc comment donc on l'a obtenu? En fait, en faisant le calcul. Donc, parce qu'on va trouver au niveau de l'écriture comptable, on va trouver donc dans ce compte-là, donc ça qui a été donc crédité, qui a été débité plutôt. Donc, non, ça c'est le compte Lyon. Donc, ça a été crédité, plutôt crédité. Donc, pour ce montant-là. Donc, on va diviser le montant, donc on a obtenu de ristourne appliquée, on va la diviser par le chiffre d'affaires. Donc, en général, en fait, toujours, on donne des remises ou bien des ristournes sur la base du chiffre d'affaires hors taxe. D'accord? Donc, quand on divise donc la ristourne appliquée au chiffre d'affaires hors taxe, on va trouver le taux. Et ce taux-là, on va le comparer au taux selon le barème de l'entreprise. Et donc, si on trouve une variation, un écart, donc on doit demander donc explication donc au service de comptabilité. Donc, certainement qu'il a une explication, sauf s'il s'agit d'erreur d'application de barème. D'accord? Donc, ça, c'est tout ce qui nous a resté de la partie client chiffre d'affaires. D'accord. On va voir maintenant, en fait aujourd'hui, on va voir tout ce qui est actif, autres actifs courants, et on va voir les comptes de trésorerie. Et ici, on aura aussi du temps, en fait, on va voir l'audit des capitaux propres. Donc, je vais passer maintenant à l'audit des autres euh, actifs courants. Donc, comme toujours, donc on va extraire de notre balance donc les comptes des autres capitaux, des autres actifs courants. Donc, et on va voir la variation entre 2020 et l'année, c'est-à-dire l'année N et l'année N-1. En fait, ce sont des comptes de bilan. Et donc, les comptes de bilan, on doit justifier les soldes. Toujours, si on a donc un compte de bilan, on doit justifier le solde, de quoi il est composé, le solde de ce compte-là. Parce que les comptes de bilan, en fait, ils ne font pas de cumul. Ce n'est pas comme le compte de charge. Le compte de charge, c'est le cumul des charges de l'année. Alors que le compte de bilan, en fait, ce qui reste, ce qui a été, donc, par exemple, là, par exemple, le compte client, c'est tout ce qui est vente, déduction faite de tout ce qui est règlement. Donc, toujours au niveau de compte de bilan, on ne trouvera que un solde, que le solde. C'est pourquoi, en fait, on fait le travail de justification de solde. C'est-à-dire, on doit défalquer les soldes qui existent au 31/12, on doit le savoir de quoi il est composé ce solde-là. Quelles sont les factures qui restent non encore payées, s'il y en a un paiement d'avance, et ainsi de suite. Donc, on va faire les mêmes choses pour les comptes débiteurs divers.
Et donc, débiteurs divers, de quoi il s'agit exactement? Il s'agit essentiellement en fait des avances que nous avons accordées. Par exemple, à des comme ça, en fait, c'est un prestataire, un avocat. Ou bien, en fait, essentiellement aussi les comptes de regul. Donc, on trouvera le compte de produits à recevoir et le compte de charges constatées d'avance. Donc, il se constitue deux comptes d'autres actifs courants. Aussi, le compte d'attente. Donc, on trouvera le compte d'attente. D'accord? Donc, notre travail là, c'est de justifier ce solde-là. Donc, voilà, notre travail, c'est de s'assurer de la réalité et de la correcte comptabilisation des autres actifs courants. Donc, on va voir donc, pour les comptes qui ont un solde donc, au 31/12, solde au 2020, par exemple celui-là. Donc, on va voir le détail. Donc, c'est le A et voici le A. Voici le solde de ce compte-là. Voilà. D'accord? Donc, il est composé, il y en a un montant donc, qui provient de l'année dernière. Par la suite, il y en a des honoraires, et ainsi de suite, retenus à la source, des notes d'honoraires, en fait, et des avances, et notes des frais avocats, et retenus à la source. D'accord? Donc, tout ce qui est facture, donc on va la pointer donc avec la facture pour s'assurer qu'il s'agit bien, en fait, que ça a été bien comptabilisé. Et par la suite, en fait, s'il y en a un lettrage qui n'a pas été fait, donc on doit faire le lettrage, on doit demander de faire le lettrage jusqu'à ce que le solde, par exemple, ce solde-là de 2392, on le sait exactement de quoi il est composé, de quoi il est composé. Pour le suivre, en fait, l'année prochaine, en fait, l'audit de comptes, en fait, que ce soit des comptes clients, fournisseurs, en fait, le compte de bilan. Les comptes de bilan, en fait, leur audit, en fait, il commence par un justif de compte, c'est-à-dire donc justif de solde. Le solde, on doit le détailler, de quoi il est composé. Et par la suite, on aura donc tout ce qui est événement post-clôture. Tout ce qui est événement, on doit contrôler les événements post-clôture. Parce que, comme je vous ai dit, en général, l'audit se fait au mois de mars, avril, mai, et ainsi de suite. Et donc, on va voir l'évolution de ce solde-là durant les mois de janvier, février, mars et avril jusqu'à la phase de l'audit. Est-ce que ce compte-là a été mouvementé? Est-ce qu'il a été régularisé? Est-ce que tu as réglé, par exemple, des créances, elles étaient donc encaissées, des dettes, elles étaient réglées, et ainsi de suite. Donc, le contrôle de post-clôture est très important. Donc, on va voir, en fait, comme j'ai mis là, en fait, il y en a tests de fin d'année et les tests de post-clôture. Donc voilà les tests de fin d'année. En fait, on va faire la vérification de solde individuel. Donc on va réviser chaque solde débiteur divers pour s'assurer que chaque entrée est correctement justifiée et documentée. Donc on doit vérifier que la composition de solde donc, elle est composée de factures, de contrats, et ainsi de suite. On va faire une analyse détaillée pour identifier les soldes anormaux et significatifs qui nécessitent une attention particulière. Ça, en fait, à travers l'examen analytique. Donc, si on trouve donc une évolution très importante entre le solde, en fait, c'est un client, bien c'est un fournisseur, bien c'est un débiteur divers qu'on a, ou bien un compte de recul. Donc, normalement, donc l'évolution de solde, l'évolution euh, ne doit pas être très significative donc entre deux années. Et donc, si on trouve donc une évolution significative, on doit poser la question, il va voir pourquoi cette évolution significative. Rapprochement des comptes, en fait, assurez-vous que le solde débiteurs divers sont rapprochés avec le relevé ou confirmation des parties concernées pour vérifier leur exactitude. En fait, comme de outils en fait, de dit, on a tout ce qui est demande de confirmation de solde, circularisation. Donc, on fait avec nos clients, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les débiteurs divers, avec les créditeurs divers. Donc, le commissaire aux comptes, il peut utiliser l'outil de circularisation et de demander confirmation de solde chez ses débiteurs ou bien ses créditeurs divers aux fournisseurs, aux clients. L'évaluation donc de provision pour créances douteuses. Donc, on va analyser l'âge des créances et évaluer en fait la nécessité de constituer ou d'ajuster des provisions pour créances et recouvrables, surtout pour les soldes anciens où les clients ont des difficultés financières. Donc, on va faire l'analyse de l'âge. En fait, on va voir, donc, quand on voit, par exemple,
ça, ce compte-là. Donc, on voit qu'il a, par exemple, donc un montant. Mais ça, en fait, c'est très courant de trouver, en fait, euh, ce type de compte, surtout pour des avocats, parce que, en général, ces avocats, en fait, travaillent avec des avances. Donc, on donnera des avances et à la fin, en fait, ils vont nous délivrer donc une facture et ainsi de suite. Donc, on restera toujours de cette façon. Mais le compte, à un certain moment, doit être soldé. Il euh, doit pas être en fait, là, pourquoi vous dites, par exemple, pourquoi cette facture-là, elle n'annule pas les soldes antérieurs, ces soldes-là. Je peux vous dire, parce que, par exemple, qu'il s'agit de deux procès. Donc, en fait, l'avocat, par exemple, là, donc, quand il a finalisé donc, le procès 1, il a facturé. Et d'ailleurs, si vous voyez là, en fait, il en a un montant de 5 500, alors que les avances, en fait, constituent juste 400, 4 000. Et donc, c'est clair que cette facture-là, ça concerne peut-être ça et peut-être une partie de ces avances-là. D'accord? Mais l'essentiel, comme je vous dis, en fait, il ne doit pas être très important et à un certain moment, doit être soldé. Donc, on a dit une évaluation des provisions pour créance d'auteur. Donc, si on voit par exemple là, par exemple, ce prestataire de service, on a donc il n'y a pas ces opérations-là. Par exemple, il n'y a pas d'opération durant l'année 2022. On a juste une opération qui date de l'année 2019. Donc, on se dit, pourquoi ce montant-là reste en fait, reste sans qu'il soit euh, facturé en fait, de quoi il s'agit exactement? Donc, poser la question en fait de quoi il s'agit, ce solde-là, pourquoi il n'est pas soldé. Donc, ça peut donner donc information qu'il s'agit par exemple d'un conflit avec ce prestataire, ou bien ce prestataire n'existe plus, ou bien donc il y en a donc erreur au niveau de la double comptabilisation d'une avance, et ainsi de suite en fait. Donc, l'essentiel, c'est qu'on doit analyser l'âge des créances et on s'intéresse surtout aux créances anciennes. D'accord? Et donc, si nécessaire, donc, de constater une provision pour dépréciation, ou bien s'il existe déjà donc, la provision pour dépréciation, on doit évaluer donc, la provision, est-ce qu'elle est suffisante, est-ce qu'on doit l'augmenter, est-ce qu'on doit la baisser, et ainsi de suite. Donc, examen de mouvement de l'année, donc on va renvoyer toutes les transactions entrantes et sortantes du compte débiteur divers pour s'assurer que toutes les opérations sont comptabilisées dans la bonne période et qu'elles correspondent aux documents justificatifs. Contrôle de la classification de transactions, vérifie que les transactions enregistrées dans le compte débiteur divers sont appropriées et ne devraient pas être classées sous d'autres rubriques, par exemple créances clients ordinaires et autres comptes à recevoir. Ça, c'est le problème de classification. Donc, on a peut-être le comptable, donc il n'a pas choisi le bon compte, donc il s'agit bien donc d'un compte de client, alors que lui, en fait, il a mis dans un compte de débiteur divers. L'autre type de test, en fait, sont les tests de post-clôture. Post-clôture, comme je vous ai dit, en fait, on va voir ce qui est en fait le sort de ce solde-là. Donc, y a-t-il des mouvements dans les mois de janvier, février, mars, avril, en fait, entre le 31-12, entre la 31-12 de l'année et la période où le commissaire aux comptes il est en période de vérification. Donc, voici les principales étapes de contrôle. En fait, on va relever de transactions post-clôture. On va examiner toutes les transactions concernant les débiteurs divers qui ont eu lieu après la date de clôture de l'exercice pour identifier les éléments qui peuvent avoir un impact sur le montant reporté. Donc, cela inclut le paiement reçu, les ajustements et les écritures de correction. Donc, la revue en fait, des transactions post-clôture, ça va nous permettre vraiment de s'assurer de la composition de ce solde-là. Donc, si ce solde-là, il est composé, par exemple, de deux factures, ou bien ainsi de suite, donc on trouve, par exemple, qu'il y a deux factures qui étaient bien réglées, une troisième, donc qui date, par exemple, du mois de septembre, octobre, et qui n'est pas encore réglée jusqu'à mois de mars, donc on doit se poser la question, pourquoi cette facture-là n'a pas été réglée ou bien pourquoi cette avance reste sans facturation. Et donc, ça peut donner une nécessité. Donc, soit donc, il y a donc, des erreurs comptables donc, de saisie, soit
on doit constater une provision pour dépréciation de cette créance. D'accord? Évaluation de la pertinence des événements, donc déterminer si l'événement significatif survenu après la clôture donc, affecte la valeur ou la collectibilité des soldes débiteurs divers, par exemple la faillite d'un débiteur majeur, donc après la clôture, pourrait nécessiter une provision supplémentaire pour créance doteuse. Donc, par exemple, nous avons un solde, donc une avance qu'on a accordée donc, à un fournisseur, donc un débiteur divers, et par la suite, il s'est avéré que ce débiteur des verts, il est déclaré en faillite, ou bien il a des difficultés à payer. En fait, on peut le savoir, comme je vous ai dit, en fait, selon la balance âgée de ces créances. Mise à jour des provisions pour créances doteuses. Donc, les créances doteuses au 31-12, on doit les mettre à jour. En fait, on doit les mettre à jour, c'est-à-dire soit on va les ajouter, soit on va les augmenter, soit on va les baisser, en fait, selon les événements qui surviennent. Par exemple, donc, si on a constaté une provision pour débiteur divers, en fait, pour une créance, donc, et par la suite, au mois de mars, au mois d'avril, donc on a trouvé qu'elle a été bien réglée, donc, en ce moment-là, on peut même rectifier en fait, avant de clôturer l'exercice et de baisser cette provision parce qu'il est déjà encaissé même les mois d'après. D'accord? Parce que nous, en fait, notre objectif au niveau des états financiers, c'est de refléter donc une réalité. Donc, euh, si des informations nouvelles et significatives relatives à la capacité de paiement des débiteurs deviennent disponibles après la clôture, ajuster les provisions pour créances doteuses en conséquence pour refléter une estimation plus précise de la collectibilité. Donc, comme je vous ai dit, en fait, par exemple, supposons qu'on a une créance donc chez un débiteur divers, donc une avance, par exemple, donc, pour 10 000 dinars. Donc, on a provisionné par exemple, pour 100%. Donc, on a provisionné à 100%, on a un conflit avec ce prestataire. Par la suite, par exemple, au mois de février, donc on a eu un accord. Et donc, on a eu un accord, par exemple, donc qu'on va abandonner, par exemple, 50% de cette créance, donc suite à un conflit, ainsi de suite. Donc là, en fait, on va ajuster la provision. Donc, on ne va pas laisser la provision donc couvrir la totalité. On va ajuster donc la provision au 31-12, malgré qu'on est maintenant au mois de mars, donc N+1, mais on pourra ajuster donc la provision. Pourquoi? Parce qu'on a une information donc plus précise. Parce que la provision, en général, elle est basée sur des estimations, sur des estimations. Alors que si on a déjà l'information, donc l'information euh, elle est plus précise que la provision. Communication donc avec les auditeurs, donc assurer un événement, ça c'est pour la documentation. Donc documentation, on doit documenter tous les événements post-clôture, donc ayant un impact sur les débiteurs divers, donc y compris donc la nature de l'événement, la date à laquelle c'est produit et la manière dont il a été traité dans la comptabilité. D'accord? Examen des accords donc, et des contrats. On va revérifier les termes des accords ou contrats associés aux débiteurs divers pour s'assurer qu'aucun terme ou condition modifiée après la clôture ne change les engagements ou les estimations préalables. D'accord? Ce contrôle. Ça, en fait, comme je vous ai dit, en fait, pour les comptes de débiteurs divers. En général, le compte débiteur divers, il constitue essentiellement de ces comptes-là. Ces comptes sont des comptes de recul, donc qui doivent être justifiés. En fait. Les comptes de recul, en fait, ce sont des comptes transitoires. Comptes transitoires, qu'on les utilise essentiellement début de l'année, fin d'année, puis début de l'année. L'écriture normale, en fait, c'est qu'on utilise ces comptes à la fin de l'année pour faire une régularisation, pour faire la séparation des exercices. Et par la suite, juste le premier du mois, on va renverser en fait l'écriture pour annuler l'effet. Et donc, ce sont des comptes qui sont touchés en général, donc le 31-12 et le 31-12 de l'année N et le 1er janvier ou bien le 2 janvier de l'année N+1. D'accord? Et tous ces comptes-là, des produits à recevoir et des charges constatées d'avance doivent être détaillés, donc au niveau de calcul, de comment on a déterminé
ces produits à recevoir, comment les déterminer, donc les charges constatées d'avance. Et le reste, en fait, restera essentiellement des avances accordées à des prestataires de services. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça avant de passer au compte de trésorerie? C'est bon? On passe? Mhm. D'accord. Voilà. Liquidité. Voilà. Donc, comme d'habitude, en fait, on va faire l'examen analytique. En fait, quels sont les comptes qui sont liés donc, avec les comptes de trésorerie? En fait, ce sont essentiellement les comptes de bilan. Donc, on a tout ce qui est banque, tout ce qui est chèque à encaisser, tout ce qui est fait à l'encaissement, donc tout ce qui est caisse, tout ce qui est compte de virement interne et tout ce qui est compte de charges et produits financiers. Donc, tout ce qui est compte de 65 et compte de 75, donc on doit les auditer donc avec les liquidités et équivalents de liquidités. Donc, on va voir donc tout ce qui est variation. Donc, et on s'intéresse essentiellement aux variations significatives, donc pour voir son impact. Et par la suite, on va justifier donc les soldes. Mais l'essentiel, comme je vous ai dit, en fait, on travaille donc avec des groupements de comptes et on ne travaille pas compte par compte au niveau de l'audit. Donc, par exemple, comme on l'a vu au niveau des immobilisations, par exemple, corporelles ou bien incorporelles, c'est qu'on ne touche pas juste le compte d'immobilisation, mais plutôt on touche les comptes qui sont directement liés, comme les comptes de charge, de dotation, comme le compte de plus-value sur cession, comme le compte de moins-value sur cession, comme le compte de capitaux propres, donc de réserve de réévaluation, comme les comptes d'amortissement de provision, donc d'investissement, euh, quoi d'autre en fait, comme les comptes de provision pour dépréciation, et ainsi de suite. Donc, quand on va auditer donc, un module, donc on va auditer tous les comptes qui sont affectés, qui sont directement liés donc, à ces comptes-là. Et parmi les comptes qui sont liés donc, au niveau de liquidité équivalent de liquidité, on doit trouver les comptes de 65 de tout ce qui est charges financières et produits financiers aussi. D'accord? Donc, le test à faire. Donc, quels sont les tests à faire? Donc, les tests. Compte banque. Le compte banque, en fait, par excellence, c'est le rapprochement bancaire. Donc, on va vérifier les comptes banques. Vérifier les comptes banques consiste à établir et s'assurer de la régularité des états de rapprochement. En fait, les états de rapprochement, donc même de contrôle au niveau de contrôle de procédure, on doit vérifier que ces états de rapprochement, ils se font au moins chaque mois, en fait, au moins une fois donc, par mois. Donc, au moins une fois par mois. Et donc, ce n'est pas donc un événement, c'est pas donc lié donc à la clôture de l'exercice. Pas, en fait, on va attendre la fin de l'année pour réaliser donc un état de rapprochement. Parce que l'état de rapprochement, comme on l'a vu en fait au niveau de la comptabilité, ça peut nous indiquer qu'il y a des erreurs, qu'il y a des omissions, que ce soit de notre part ou bien chez la banque. Et donc, c'est un outil qui va nous permettre de faire des réclamations en cas de besoin. Et c'est un outil qui va nous permettre de rectifier notre comptabilité aussi en cas d'omission. C'est pourquoi, même au niveau des procédures, on doit vérifier que l'entreprise, elle fait d'une façon périodique, en fait, des états de rapprochement. D'accord? Donc, on doit s'assurer, pour bien s'assurer de régularité des états de rapprochement du mois de décembre, il faut établir les états de rapprochement du mois de janvier. Exactement. En fait, le rapprochement du mois de décembre, en lui seul, en fait, on ne peut pas se dire qu'elle a été bien fait parce que euh, en fait, on peut cacher beaucoup de choses avec l'état de rapprochement. Et donc, comment on doit faire? On doit vérifier l'état de rapprochement du mois suivant, du mois de janvier. Donc, en vérifiant l'état de rapprochement du mois de janvier, on s'assure de l'exactitude de l'état de rapprochement du mois de décembre. Et on voit qu'au mois de janvier, il n'y avait pas des manipulations donc, qui attirent notre attention.
Donc, l'objectif, c'est de confirmer que le solde de banque dans les livres comptables correspond donc au relevé bancaire. Et on l'a vu au niveau de la comptabilité, comment établir donc l'état de rapprochement. Et en disant que la meilleure façon, c'est de partir donc du solde comptable ou bien de solde chez la banque et d'arriver donc à l'autre solde donc en listant les opérations des divergences, quelles sont les opérations euh, euh, qui divergent entre quelles sont donc les écritures, quelles sont les opérations objets de cette divergence entre le solde comptable et le solde chez la banque. Travaux, en fait, on va comparer le relevé bancaire avec les journaux de banque, identifier et expliquer les écarts dus aux chèques en circulation, le dépôt de transit et des erreurs bancaires ou bien des erreurs de comptabilité. D'accord? Et comme je dis, en fait, le contrôle de l'état de compte banque, en fait, de l'état de rapprochement, ça euh, se fait aussi, en fait, en contrôlant l'état de rapprochement du mois suivant. Caisse, en fait, l'objectif de vérifier l'exactitude de solde de caisse enregistrée. On a dit aussi, en fait, les techniques de justification de solde de caisse, c'est l'inventaire physique. Donc, c'est le comptage physique. Donc, travaux donc, effectués donc, un comptage physique des espèces en caisse à la clôture de l'exercice et rapprochés avec le solde comptable. Donc, la disponibilité en caisse se vérifie par un décompte physique de l'argent en caisse. En fait, c'est la meilleure façon. En fait, c'est le comptage physique. Donc, si un arrêté physique n'a pas été effectué, la vérification de compte de caisse ne peut jamais avoir un caractère fiable. Donc, la fiabilité de ce compte-là, il est assurée donc, par l'inventaire physique. D'accord? Donc, en situation normale, on dit que le solde de compte caisse ne doit être ni anormalement débiteur, c'est-à-dire donc on ne trouvera pas des montants très significatifs au niveau de compte de banque, au niveau de compte de caisse, et il ne doit pas être créditeur. Donc, il ne doit pas être créditeur, il ne doit pas être négatif. D'accord? La méthode, enfin, voilà, il y en a la méthode qui consiste donc à mettre la caisse en zéro, caisse à zéro, donc par une remise intégrale de fonds en banque à la clôture de l'exercice reste la meilleure façon de justifier ce compte. C'est vrai que l'inventaire physique, en fait, constitue donc une technique donc de vérifier, et ça, en fait, lorsqu'on assiste à l'inventaire physique. Lorsqu'on est présent à l'inventaire physique, donc ça sera donc un moyen de vérifier l'existence et de le rapprocher au solde comptable. Mais si on n'était pas au présent au niveau de l'inventaire physique, l'inventaire physique, elle a été fait donc en interne de l'entreprise, par exemple par le comptable, par le trésorier, par le contrôleur de gestion. Donc, pour nous, en fait, comme auditeurs, donc l'une des meilleures méthodes pour s'assurer que vraiment le compte, que cet argent-là, il existe à la caisse à telle date, c'est la remise intégrale de ces fonds-là en banque à la clôture de l'exercice. Et donc, on va voir au niveau de la banque donc, une ligne qui correspond à la versement espèce. Et donc, on s'assure, donc, le solde de caisse, il est à zéro. Et le solde comptable, on va le vérifier, qui doit être aussi 0 au 31/12. Il y a aussi en fait le problème des chèques en caisse. Donc, l'inventaire des chèques non encaissés. Donc, l'inventaire des chèques non encaissés, donc, il y a en fait tout ce qui est chèque versé et non encaissé, ça, on va le trouver au niveau de l'inventaire, au niveau de l'état de rapprochement. Donc, tout ce qui est versement et qui n'a pas été donc encaissé, donc on va le trouver dans des lignes au niveau de l'état de rapprochement. Mais en général, en fait, la banque, la société, donc elle peut faire, la majorité des sociétés, ils font des ventes avec des chèques antidatés ou bien des chèques qu'on a encaissés fin de l'année, donc qu'on n'a pas encore donc, eu le temps pour les verser. Donc, ces chèques-là, on va faire un inventaire des chèques non encaissés. Donc, on doit les inventorier. Donc, et pour le comparer avec le solde comptable, on va faire un inventaire comme celui en fait de l'inventaire d'un stock ou bien l'inventaire de caisse. On va éditer donc la liste de ces chèques-là et on va les inventorier et s'assurer de leur existence. Donc, on va pointer la liste
avec l'échec en cours. D'accord? Donc, objectif, c'est de contrôler que tous les chèques en caisse sont bien comptabilisés et sécurisés. Donc, les deux, comptabilisés et sécurisés. On doit s'assurer aussi que ces chèques en coffre sont bien sécurisés, sont mis dans un coffre et non pas dans, en fait, dans un casier ou bien autre chose. Donc, ça doit être bien protégé. Travaux, en fait, suivre les encaissements des chèques en janvier, s'assurer qu'ils sont correctement reflétés dans le relevé bancaire. Voilà. Deuxième chose, en fait, ça ne suffit pas en fait de les trouver, de faire un inventaire, parce que comme je vous ai dit, il y en a des fois, le commissaire aux comptes n'assiste pas à ces inventaires-là. Donc, si on n'a pas assisté donc à l'inventaire, parmi les techniques qu'on peut s'assurer donc de ce solde, de solde en fait qui est comptable, c'est de voir en fait le versement de ces chèques-là durant les mois de janvier, au mois de février, au mois de mars. Donc normalement, tous ces comptes-là, tous ces chèques-là devraient être versés durant les mois qui suivent la clôture de l'année. D'accord? Donc, on doit suivre ça. En fait, si on va trouver, par exemple, un chèque qui n'a pas été versé, on doit se poser la question. Donc, pourquoi ce chèque-là? Peut-être problème d'existence, ce chèque n'existe pas. Ou bien peut-être que ce chèque-là, elle a été perdu. Donc, le comptable ne le trouve plus. Et ainsi de suite. En fait, on doit s'assurer que normalement, tous les comptes de chèques en coffre, donc au 31-12, il devrait normalement être encaissé durant les mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les traites en caisse, c'est la même chose en fait, hein, comme on l'a fait donc avec les chèques, c'est le même traitement avec les traites en caisse. Ce sont les traites qui n'ont pas encore arrivé à échéance. Donc nous avons encaissé des traites de chez des clients, mais en fait l'échéance de ces traites-là, elle n'est pas encore arrivée. Et que vous le savez, en fait, on ne peut pas verser des traites avant leur échéance. Donc, l'objectif, c'est de confirmer l'enregistrement correct et la gestion sécurisée des traites. Si, en fait, les traites doivent être protégées, doivent être sauvegardées dans des coffres forts. Donc, travaux, on va examiner les documents relatifs aux traites et vérifier leur enregistrement, leur conservation sécurisée. Et on va analyser les dates d'échéance. On ne doit pas trouver au niveau des chèques en coffre des échéances qui sont déjà échues. D'accord? Donc, si par exemple on a listé donc, les traites en coffre, on a fait un état, donc on va vérifier les dates au niveau des traites et la correspondance entre les dates qui sont au niveau des traites avec ceux au niveau de la comptabilité. Donc, normalement, on doit trouver les mêmes échéances entre ce qui existe sur les traites et ce qui existe dans la comptabilité. Et par la suite, on doit s'assurer qu'il n'y a pas des chèques qui sont déjà, et des traites qui sont déjà échues, c'est-à-dire avec une date d'échéance avant le 31 décembre, alors qu'ils sont encore en coffre au 31 décembre. D'accord? Là c'est une défaillance au niveau de process de remise des traites à l'encaissement. Voilà, de remise des traites à l'encaissement qu'on doit le vérifier. D'accord? Donc, l'objectif de s'assurer que les échéances de traite sont correctement gérées. Donc, et ça, en fait, les échéances de traite, ça peut être aussi contrôlé au niveau de compte client. Donc, au niveau de compte client, au niveau de matérialisation des traites. Donc, on va voir, donc, est-ce que les conditions donc, qui existent dans la fiche client, est-ce qu'elles étaient respectées? Par exemple, un client à qui on donne, en fait, en modalité de paiement, il paye par traite, traite à 120 jours. Donc, on doit vérifier donc avec un échantillonnage que les traites de ce client-là sont bien donc à 120 jours, ils ne sont pas à 180 jours, ou bien donc un délai qui ne correspond pas donc à celui inscrit au niveau de l'ERP de l'ERP de l'entreprise, système d'information de l'entreprise. D'accord? Et aussi, comme je dis, en fait, on doit s'assurer que les échéances sont correctement gérées, c'est-à-dire que les traites sont versées au bon moment. En fait, ils ne sont pas versés en retard. D'accord?
Donc, on doit réviser les dates d'échéance des traites, planifier leur encaissement et leur renouvellement. Donc, aussi, les traites, on va les vérifier après la clôture pour voir est-ce que ces traites, cette liste-là, qu'est-ce qu'il y a, en fait, le sort de cette liste après la clôture de l'année, la clôture de l'exercice. Et ça peut même, en fait, donner raison à constater des provisions. Par exemple, donc au mois de janvier, donc un chèque ou bien une traite qui est revenu impayé et qu'il est encore jusqu'à ce moment-là, il est impayé. Donc, au 31/12, avant la clôture, maintenant on est au mois de mars, on peut même maintenant, en fait, au mois de mars de l'année N+1, constater une provision pour créance douteuse. Parce qu'en fait, cette créance, donc elle a cette traite, ou bien ce chèque, donc il est retourné impayé depuis le mois, par exemple, de février ou bien de janvier, et jusqu'à en fait nos travaux d'audit, on est au mois d'avril, et, la traite n'a pas été remplacée, ou bien le chèque n'a pas été remplacé. Donc on est certain qu'il y en a un problème de solvabilité de ce client. Et donc, on a la formation sur cette solvabilité de client, on peut agir donc sur les comptes qui ne sont pas encore clôturés et constater une provision pour dépréciation de compte client. D'accord? Le compte virement interne. Le compte virement interne 58, c'est un compte en fait destiné à permettre de décentraliser les écritures et leur articulation entre différents journaux auxiliaires sans risque de double emploi doit, doivent être soldés. En fait, on ne doit jamais trouver un solde dans le compte 58. D'accord? Pour les charges financières, donc, pour les charges financières, en fait, on doit faire une analyse détaillée des comptes. Donc, l'objectif de vérifier la classification et l'exactitude des montants enregistrés comme charges financières. Donc, travaux, on va examiner les écritures comptables détaillées pour s'assurer que tous les intérêts payés, les frais bancaires et autres charges similaires sont correctement classés et reflètent fidèlement les transactions. D'accord? Donc, on doit s'assurer, donc, par exemple, donc on a un prêt, on a des engagements donc, qui génèrent des intérêts, et ainsi de suite. Donc, on doit s'assurer du montant, en fait, des intérêts constatés. Donc, ils doivent être vraiment justifiés. Donc, on peut utiliser le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, là où on va voir, en fait, les intérêts de chaque période. Un rapprochement des intérêts, voilà en fait. Ça. Rapprochement des intérêts, l'objectif, c'est d'assurer que les intérêts débités sont en accord avec les accords de prêt et le taux d'intérêt donc applicable. Donc, travaux, comparer les montants d'intérêt calculés selon les contrats de prêt avec ceux enregistrés dans les livres. Utiliser les livres bancaires, le relevé bancaire pour confirmer le montant débité. D'accord? Donc, on doit comparer les intérêts. Donc, on a un compte de 65, un compte des intérêts sur prêt, sur prêt. Donc, on va recalculer le montant des intérêts selon en fait, les conditions du contrat de prêt et on va comparer ce solde-là avec la comptabilité, avec ce qui a été comptabilisé. D'accord? Vérification des amortissements des frais préliminaires. Donc, frais préliminaires, on a vu en fait qu'on pourra les amortir. Donc, et l'amortissement en fait suit l'amortissement de l'emprunt. D'accord? L'analyse correspondance de période, en fait, c'est de s'assurer, surtout pour les comptes de charges et aussi les comptes de produits, c'est la séparation d'exercices. S'assurer que les charges financières sont enregistrées dans la bonne période comptable. Surtout s'il y en a un chevauchement en fait entre les. Par exemple, on a contacté un prêt donc au milieu de l'année et l'intérêt en fait c'est annuel et donc au 31/12 on doit calculer donc les intérêts qui sont courus et non échus en fait qui couvrent la période de début en fait de l'annuité. C'est-à-dire par exemple le prêt il commence au mois de mars donc c'est du mois de mars jusqu'au 31 décembre on doit calculer donc les intérêts courus et non échus et donc il doit les constater en comptabilité. Il ne doit pas laisser que notre compte, il a été donc débité avec le montant des intérêts. En ce moment-là, on va constater. Parce qu'en général, les intérêts
sont, sont d'une façon, euh, sont constatées donc d'une façon annuelle. Et donc, on doit s'assurer de la correspondance de période. Donc, on doit constater juste les charges qui concernent l'année. Donc, on va effectuer des tests de coupure, en fait, des tests de cut-off pour vérifier que les transactions financières fin d'année sont comptabilisées dans l'exercice approprié. Même chose pour les produits, donc pour les produits financiers, donc examen de revenus d'intérêt, donc confirmer que tous les intérêts reçus sont correctement enregistrés, ça c'est l'objectif. Bravo, on va vérifier les enregistrements des intérêts reçus du compte banque, de placement et d'autres sources et de le rapprocher avec le relevé bancaire et la confirmation d'institutions financières. Donc, on va faire la circularisation ou bien le rapprochement avec le relevé bancaire. Ça, c'est pour les produits encaissés. Analyse des gains sur placement. L'objectif, c'est de vérifier la justesse des gains enregistrés provenant de la vente de placements financiers ou ajustement de valeur du marché. On va examiner les documents justificatifs des transactions et des évaluations pour s'assurer que les gains et pertes sont correctement calculés et enregistrés. Réconciliation des dividendes. L'objectif, c'est de s'assurer que tous les dividendes reçus de placement en actions sont correctement comptabilisés. On va comparer les avis de paiement de dividendes avec les enregistrements comptables pour confirmer que tous les dividendes déclarés sont reçus et enregistrés. Correspondance de période, c'est la même chose en fait, c'est le 14. Par la suite, on va faire les tests de post-clôture. Donc, vous voyez en fait les tests de post-clôture, ils vont nous suivre donc, on va analyser les transactions significatives. On va examiner les transactions majeures survenues juste après la clôture de l'exercice pour déterminer si elles doivent être considérées comme des ajustements de l'exercice précédent ou si elles relèvent d'un nouveau exercice. Par exemple, des dépôts importants ou des retraits significatifs qui sont directement liés à des décisions ou des accords pris avec la clôture de l'exercice. D'accord? C'est pourquoi je vous ai dit en fait tout à l'heure que l'exactitude de l'état de rapprochement de mois de décembre, elle est conditionnée par l'état de rapprochement de mois de janvier. Parce qu'on va voir donc s'il y en a des mouvements qui sont inhabituels réalisés durant le mois de janvier. Donc, évaluation de l'incidence des événements post-clôture sur les liquidités. Donc, on va identifier et évaluer tous les événements survenus après la clôture qui pourraient affecter la valorisation ou la disponibilité des liquidités équivalentes de liquidités. Cela peut inclure les changements dans les accords bancaires, les restrictions sur les transferts de fonds, et les crises financières importantes, les institutions financières, impactant les institutions financières. C'est-à-dire, en fait, mais ça, c'est vraiment, c'est très exceptionnel, en fait, qu'une crise financière donc, qui impacte donc, une institution bancaire et que nos fonds, en fait, ils sont plus disponibles. En fait, on ne pourra pas les récupérer vu que cette institution est en difficulté. Des choses, en fait, sont exceptionnelles, mais ça peut arriver. Confirmation de solde de fin d'année, en fait, on va utiliser le relevé bancaire, on va rapprocher les relevés bancaires donc du début de la nouvelle année pour confirmer le solde de fin d'année. Donc cela aide à vérifier l'exactitude des montants enregistrés et détecter des éventuelles erreurs de saisie ou d'omission. Documentation et justification, on va documenter soigneusement la raison d'être des transactions et des événements post-clôture et leur impact sur le solde des liquidités de fin d'année. Et ça, en fait, comme je vous dis, si on trouve en fait des événements, des mouvements importants, en fait, on trouve un versement au début de la période, ou bien on trouve un retrait très important au début de période, donc on doit se poser la question et ça peut donner suite donc soit à des manipulations frauduleuses ou bien soit à des omissions de chiffre d'affaires donc qui devraient être comptabilisés l'année N-1 et ainsi de suite.
D'accord? Je me souviens de choses, en fait, dans les comptes qu'on a vérifiés tout à l'heure, les comptes de débiteurs divers. On a vu le compte d'attente. Le compte d'attente, faut accorder une importance, beaucoup d'importance à un compte d'attente. Moi, je me souviens, dans une société, donc là où on a, là où j'ai lors de justification de compte d'attente. En fait, le compte d'attente, il était soldé. Donc, en général, en fait, les comptes d'attente, ils savent, en fait, celui qui veut faire des manipulations, il sait très bien que parmi les choses donc, qui sont contrôlées par le commissaire aux comptes, ce sont les comptes de ce compte d'attente. Donc, en général, celui qui veut faire des manipulations, il peut jouer avec le compte d'attente durant l'année, mais à la fin de l'année, il essaye de le solder. Donc, je me souviens d'un cas où, en fait, chez un client, où en fait, le commercial il y avait une incompatibilité de tâches. En fait, le commercial, comme commercial, il travaille aussi comme étant comptable. Donc, il fait les deux. En fait, ça a été une petite société, mais qui fait un chiffre d'affaires important. Donc, il y avait le commercial, il y avait le comptable. Par la suite, suite à une démission de commercial, donc le comptable, donc, il a été motivé et donc il est devenu donc le commercial et le comptable de l'entreprise. Donc, ce comptable-là, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il avait en fait un logiciel, donc il avait le logiciel Navision, donc c'est un ERP très, très puissant et qui ne permet pas en fait d'effacer des écritures. Donc, vous ne pouvez jamais effacer une écriture. Vous pouvez vous pouvez en fait pour l'annuler, en fait vous la renversez, mais vous ne pouvez jamais annuler une écriture. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait le comptable? Donc, le comptable en fait il réalise des ventes, il fait des ventes en espèces, donc il encaisse l'espèce. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Donc il va débiter, il va mettre dans le compte de client comme étant donc une créance donc, envers le client. Et ce client, par exemple, dans la fiche de client, il a une échéance de paiement, par exemple, de 60 jours ou bien de 120 jours. Donc, il va laisser jusqu'à épuisement donc, de cette échéance. En fait, après 60 jours, bien 180 jours, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va laisser dans ce compte client, et par la suite, il va passer une écriture, il va annuler le compte de client, c'est-à-dire il va débiter le compte client, il va créditer le compte client, et il va débiter le compte d'attente. De cette façon, en fait, le compte client, il ne va plus apparaître dans la balance AG parce qu'en fait, il n'existe plus. Il est fait comme si, donc, et ça, en fait, il passe avec une écriture donc en OD. Donc, le compte client n'existe plus. Donc, elle est comme si, donc, elle a été soldée. Mais comment il a été soldé? Il a été soldé avec le compte d'attente. Et comme je vous ai dit, en fait, le comptable, il sait très bien, donc, à la fin de l'exercice, le commissaire au compte, il s'intéresse en général dans le compte d'attente. Mais le problème, c'est que le commissaire au compte, en général, il s'intéresse au solde. Donc, il va pas investiguer le compte d'attente, de quoi il est composé, pourquoi il a été utilisé. Et ça, c'est très important. En fait, le compte d'attente, l'auditeur, il doit vérifier que ce compte, comment il a été utilisé et pourquoi il a été mouvementé. Donc, le comptable, il sait très bien que le commissaire au compte, donc, il s'intéresse juste au solde de ce compte-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? À la fin de l'année, au 31/12, donc, il renverse l'écriture. C'est-à-dire, il va débiter le compte client, il va créditer le compte d'attente. Donc, le compte d'attente, donc, il est soldé, et le montant, il a été mis au compte client. D'accord? L'auditeur, en fait, il n'a pas fait attention, donc il n'a pas investigué, il n'a pas vérifié, en fait, le justif de compte client. En fait, il est justifié par les factures qui n'étaient pas payées, mais en fait, il n'a pas accordé d'importance et voir, en fait, la date, l'âge, en fait, de cette créance. Le comptable, par la suite, le 1er janvier, qu'est-ce qu'il fait? Le 1er janvier, il renverse encore l'opération. Donc, en fait, en fait, au niveau de la comptabilité, donc l'année N plus 1, il va renverser l'écriture, c'est-à-dire il va débiter le compte d'attente, il va créditer le compte client. Et comme ça, le compte client n'apparaît pas encore une autre fois.
Et donc, la société, s'il va imprimer donc balance âgée, ce compte client, il ne va pas apparaître. Donc moi, en fait, en passant donc dans cette société, j'ai vérifié ce compte d'attente, j'ai vérifié le mouvement de ce compte d'attente, en fait, pourquoi il a été utilisé. Et donc j'ai remarqué ces manœuvres en fait bizarres, en fait de passer le compte client, donc de passer le compte d'attente avec un compte client, et 31/12, on va renverser, et le 1er janvier, on va renverser d'une autre fois. Et donc, quand j'ai investigué, donc je trouvais en fait que ces ventes-là et ces factures-là, en fait, qui datent depuis une année ou bien 2 années, ils n'étaient jamais payés. Et donc, à la fin, en fait, s'est avéré que, en fait, il y avait du vol, il y avait des ventes en espèces, et cette personne-là, en fait, elle encaisse ces montants-là et elle fait cette manœuvre-là de compte d'attente et compte client, compte d'attente. Et même le commissaire au compte, il a passé 2 exercices successifs et il n'a pas pu constater ces manœuvres frauduleuses. Et ça a été un montant de près de 300 000 dinars. En fait, avec une moyenne société, vous savez, 300 000 dinars. Donc ça peut mettre en doute la continuité de l'exploitation de l'entreprise elle-même. Donc ça pour les comptes de trésorerie. Est-ce que c'est bon? Donc est-ce que je peux passer? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, c'est top. C'est bon, d'accord. Là, en fait, je vous ai mis donc un document donc de contrôle de procédure. En fait, les tests de contrôle, tout ce qui est procédure. Donc, je vais vous l'envoyer. En fait, vous pouvez faire lecture. Donc, tout ce qui est revue de rapprochement bancaire, tout ce qui est contrôle des autorisations de transaction. Ah, partagé déjà ou pas? Non, je ne l'ai pas partagé. Voilà. Ce fichier-là, en fait, je vais vous l'envoyer. Comme je vous dis, en fait, c'est la partie contrôle des procédures. Donc là où il y a la revue donc, du rapprochement bancaire, donc vérification du rapprochement effectué correctement, donc examiner et ainsi de suite. Le contrôle des autorisations de transactions, en fait, pour les montants qui sont plafonnés, donc au niveau des signatures autorisées. Donc, par exemple, vérifier les signatures d'autorisation sur un échantillon de chèques ou de virement bancaire, donc vérifier l'approbation de transactions importantes ou inhabituelles, et ainsi de suite. Séparation des tâches, contrôle des accès au fonds, l'accès au coffre-fort, surveillance et révision des transactions, et par la suite, en fait, j'ai mis en fait chaque contrôle en détail. Donc, par exemple, là, tout ce qui est donc rapprochement bancaire, en fait, c'est le feuille de travail de rapprochement bancaire. Donc, le compte bancaire numéro tel, donc section, en fait, solde d'ouverture, description de montant initial, éléments donc à vérifier, solde initial et ainsi de suite. Donc, dépôt de transit et ainsi de suite. En fait, tout le détail avec quelques exemples pour chaque partie, autorisation de transaction, séparation des tâches, contrôle des accès, et ainsi de suite. D'accord? Ça, je vous laisse en fait le temps de le vérifier vous-même. Je vais passer en fait au niveau de l'audit des capitaux propres. En fait, c'est la validation des variations des capitaux propres. Comme d'habitude, en fait, on va prendre donc les comptes de capitaux propres, qui sont des comptes de bilan, et donc on va voir la variation euh, de l'année N et l'année N-1, et donc on doit justifier ces variations. Là, je vais agrandir.
D'accord. Là, en fait, l'objectif, c'est de valider les soldes des capitaux propres au 31/12. Donc, le test s'assurer que la variation de solde de compte capitaux propres est conforme à l'affectation de résultats approuvée par les AGO, ça pour les résultats. Là, la règle, en fait, sauf exception autorisée par la réglementation, les mouvements de ces comptes doivent découler des décisions prises par l'Assemblée générale, par l'Assemblée, d'accord? Par l'Assemblée générale des associés. En fait, ce compte-là, les comptes de capitaux propres sont en général mouvementés que par des décisions des assemblées, que ce soit ordinaires ou bien extraordinaires. C'est-à-dire, s'il y a une augmentation de capital, ça doit émaner donc d'une assemblée. S'il y a une affectation de résultats, ça doit être décision de l'assemblée. S'il y a une augmentation de capital par rapport aux nature ou en numéraire ou bien incorporation de réserve, ça doit être en fait décidé par l'assemblée. Donc, il convient donc d'étudier la variation de ces postes, de s'assurer que les décisions des associés sont bien traduites. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va vérifier que les décisions prises donc, par les assemblées sont bien traduites. C'est-à-dire, donc, on va voir est-ce que au niveau, le comptable, donc, elle a respecté les décisions dans les assemblées générales au niveau, par exemple, de l'affectation de revenus. En l'Assemblée, donc, elle a décidé l'affectation de résultats entre les rubriques, entre les réserves légales, les réserves statutaires et les réserves facultatives, et la partie donc à distribuer. Donc, on va voir, donc, est-ce qu'au niveau de PV, elle est conforme donc, à ce qui était comptabilisé. Donc, on va s'assurer que les variations sont conformes aux décisions. Donc, on va accorder une attention particulière aux réserves réglementées. En fait, la réserve légale. La réserve légale, en fait, c'est une réserve donc, qui est obligatoire. Il est de combien? Est-ce que vous connaissez de combien la réserve légale? En fait, c'est une obligation légale de constituer une réserve légale pour les entreprises, mais cette réserve, en fait, elle est plafonnée. Donc, elle est plafonnée à quoi? En fait, la réglementation, elle oblige la société donc, de constater donc, une réserve légale euh, que va être cumulative en fait, d'une année à l'autre, en fait, qui est de 5% sur le revenu, sur le résultat, sur le résultat de l'exercice, résultat bénéficiaire, bien sûr. Et en fait, les 5%, en fait, c'est pas éternel. En fait, le plafond de cette réserve, en fait, une fois donc on a atteint 10% de capital, en fait, une fois où les réserves légales euh, atteignent en fait 5%, le 10% du capital de l'entreprise, en ce moment-là, on peut ne plus constater des réserves légales. D'accord? Donc, au début, ils sont obligatoires jusqu'à la constitution d'une réserve qui est égale à 10% du capital social. D'accord? Très bien. Là, en fait, on va voir donc la partie confirmation des capitaux propres, par la suite la vérification et l'évaluation. Donc, confirmation des capitaux propres. Pour une confirmation exhaustive des capitaux propres, il est essentiel de suivre la méthodologie suivante. Confirmation de solde de compte capitaux propres. L'objectif, c'est de s'assurer que les soldes des comptes de capitaux propres sont correctement enregistrés et présentés. Action, vérification des registres des actionnaires. En fait, chaque société, donc, elle est tenue d'avoir donc un registre des actionnaires là où on va citer en fait les mouvements et réalisés sur le capital et le pourcentage de détention de chaque actionnaire, en fait, le nombre d'actions détenues par chaque, par chaque actionnaire. Et ça, en fait, on trouve aussi au niveau de registre qui est détenu par la bourse des valeurs pour les sociétés qui sont cotées en bourse. Et d'ailleurs, en fait, fait l'objet au niveau de l'audit des placements ou bien des participations. Donc, pour les sociétés qui sont cotées en bourse, on doit faire une circularisation donc à la bourse et en leur demandant en fait le registre des actionnaires pour telle société.
de laquelle on a trouvé que la société auditée, par exemple, elle a une participation dans telle société. Par exemple, je suis dans une société et dans la société, en fait, au niveau des participations, il y en a un tel nombre d'actions, par exemple, de MN Bank. Donc, on doit circulariser la bourse en lui demandant, en fait, les actionnaires de la société MN Bank. Donc, c'est le registre des actionnaires. Donc, elle va nous communiquer, en fait, ce registre-là. Dans ce registre-là, on va trouver la composition du capital de la même banque, de quoi il est composé, quels sont les gens qui détiennent des actions dans le cap au 31-12, quels sont les gens qui détiennent des actions dans le capital de MN Bank. D'accord? Et donc, on doit vérifier donc, le nombre donc, qui est inscrit dans ce registre des actionnaires avec ce que nous avons constaté en comptabilité. Et on va rapprocher, en fait, on va rapprocher le nombre d'actions. D'accord? Parce que la valeur, en fait, la valeur des actions, il suit d'autres règles. D'accord? Donc, on va vérifier vérification de registre d'actionnaires, en fait, comparer les soldes enregistrés dans les registres des actionnaires avec le solde comptable. Et le registre des actionnaires, en fait, c'est une obligation légale. Donc, confirmation externe, obtenir des confirmations externes des actionnaires pour valider les soldes de comptes capitaux propres. Donc, on peut circulariser, surtout les sociétés qui détiennent des participations, le commissaire aux comptes peut demander circularisation. Revue des états financiers, on va comparer les soldes des comptes des capitaux propres dans les états financiers avec les registres comptables. Exemple de feuille de travail, en fait, capital social, solde comptable 100 000, solde confirmé 100 000, source de confirmation, c'est le registre des actionnaires, observation, confirmation respectée. Les primes d'émission, donc on a 20 000 de primes d'émission, solde confirmé, donc 20 000, source, confirmation externe, confirmation respectée, et ainsi de suite en fait. Deuxièmement, on va voir les correspondances entre le registre des actionnaires avec les états financiers. L'objectif, c'est de s'assurer que le registre des actionnaires et les états financiers sont cohérents et complets. Action, vérifier les inscriptions. Donc, on va comparer les inscriptions de le registre des actionnaires avec les soldes des états financiers. En fait, normalement, donc, euh, les variations, là, en fait, on parle des variations, tout ce qui est augmentation de capital, tout ce qui est baisse de capital et ainsi de suite. Donc, on va comparer ça avec le registre d'actionnaires et normalement, l'information au niveau du registre, on va la trouver valorisée au niveau de la comptabilité. Donc, vérification des modifications, examiner les modifications dans le registre d'actionnaires pour s'assurer qu'elles sont correctement reflétées dans l'état financier. En général, en fait, les mouvements dans le registre, sauf si, en fait, mouvements entre les actionnaires eux-mêmes. En fait, ça, on ne va pas trouver de traces au niveau de la comptabilité, mais si l'on a mouvement au niveau de capital, donc on doit trouver trace de mouvement au niveau de la comptabilité. D'accord? Donc, si on a trouvé, par exemple, l'augmentation de capital au niveau de registre, on n'a pas trouvé de traces au niveau de la comptabilité. Donc, en ce moment-là, il s'agit certainement d'une omission. Et donc, on doit vérifier, donc on doit rectifier et comptabiliser cette omission. Revue des assemblées générales. En fait, l'information où on l'a trouvée, comme je vous ai dit, c'est au niveau des assemblées. Donc, si nous, on va demander directement les assemblées d'affectation de résultats, ou bien les assemblées qui ont eu lieu durant l'année, donc, on va voir s'il y en a, par exemple, un assemblée qui a décidé l'augmentation de capital et par la suite, on n'a pas trouvé de traces au niveau de la comptabilité. Donc, on va se demander. Par exemple, on a trouvé l'assemblée qui décide l'affectation de résultats et au niveau de la comptabilité, il n'a pas été saisi. Donc, le résultat, il est encore dans le compte de l'année. Donc, il n'a pas été affecté. Et ainsi de suite. En fait, on va vérifier que les décisions prises lors des assemblées générales des actionnaires sont correctement enregistrées dans les registres et états financiers. D'accord? Donc ça, en fait, exemple de feuille de travail, par exemple, actionnaire 1, actionnaire 2, modification, augmentation de capital, réduction de capital. En fait, modification et réduction, on doit trouver trace au niveau de la comptabilité.
Vérification des ajustements comptables, s'assurer que les ajustements comptables relatifs aux capitaux propres sont correctement enregistrés. Revue d'écriture comptable, on va examiner les écritures comptables liées aux ajustements des capitaux propres pour s'assurer qu'elles sont exactes et complètes. Validation de justification, vérifier que chaque ajustement est accompagné d'un justificatif approprié. Revue des rapports financiers, s'assurer que les ajustements comptables sont correctement présentés dans les états financiers. En fait, il s'agit d'une réévaluation ou bien de correction d'erreurs. Validation et présentation de la validation de la présentation et la révélation. Révélation, c'est-à-dire tout ce qui est note. D'accord? Donc, c'est la même chose, en fait, c'est le même esprit. Examiner les notes annexes. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer que les informations, toujours, on part d'un objectif. En fait, l'auditeur doit toujours partir d'un objectif et par la suite, quels sont les moyens et quels sont les tests, l'action donc qu'il doit faire. Donc, l'action, c'est vérifier les notes annexes. On va examiner les notes annexes pour s'assurer que toutes les informations requises sont fournies. Et quelles sont les informations requises? En fait, ce sont les informations prévues par par la norme comptable. Donc, exemple de feuille de travail, capital social, description, montant autorisé, donc émis et libéré, conformité avec la norme, conformité respectée, observation, information correctement précisée, prime d'émission, réserve et résultats reportés. Ça, c'est le feuille de travail, ça, c'est le cumul. Donc, aussi, en fait, la vérification des composants des capitaux propres. Les composants de capitaux propres, en fait, composant par composant, on va vérifier le capital social. Par la suite, on va vérifier les primes d'émission et on va vérifier tout ce qui est donc réserve. Donc, par exemple, les réserves, on va s'assurer que les réserves sont correctement comptabilisées et présentées. Réserve légale, donc, vérifier que la réserve légale est constituée conformément aux exigences légales. Ça, c'est-à-dire, donc, on va voir qu'on a affecté 5% pour la réserve légale tant qu'on n'a pas atteint les 10% de capital. Réserve statutaire et contractuelle aussi, on va vérifier que nous avons respecté les clauses, les clauses au niveau de le statut qui prévoient, donc, qui fixent le montant et le pourcentage de ces réserves statutaires. Aussi, les réserves facultatif. Vérification de résultats affectés et résultats reportés, s'assurer que le résultat affecté et apporté est correctement enregistré. Donc, résultat de l'exercice, comment elle a été affectée entre réserve et résultats reportés, ou bien distribution, distribuée, euh, distribuée aux actionnaires. D'accord? Donc, feuille de travail, affectation des réserves, détails, vérification des décisions d'affectation des bénéfices ou à la perte, document à vérifier, c'est le PV. En fait, c'est comme je vous ai dit, en fait, le document fondamental pour tout ce qui est capitaux propres, ce sont les PV des assemblées. D'accord? Validation de tout ce qui est présentation et révélation. Euh, là, l'évaluation en fait des capitaux propres, ça c'est une autre question, question d'évaluation. Donc comment ils sont évalués, donc et les tests qu'on doit réaliser. Pour finir, en fait, je vous ai préparé donc cette carte mentale. Là, en fait, vous allez trouver tous les travaux d'audit de compte capitaux propres. En fait, il est un peu lourd, voilà. Donc c'est les travaux d'audit de la norme comptable 02, en fait la norme comptable sur les capitaux propres. Donc c'est à partir donc la planification de l'audit. Par la suite, on va trouver la procédure d'audit et test de contrôle et substantif et informations à fournir. Donc, planification d'audit, on va la compréhension de l'environnement, de son environnement, évaluation de risque, compréhension de l'entité dans son environnement, on va étudier les structures de capital, on va examiner les politiques comptables appliquées, on va identifier les transactions spécifiques, l'évaluation du risque, en fait, ces risques liés à la classification et à la présentation, donc un compte, utilisation d'un compte au niveau, ou bien au niveau de présentation, risque de mauvaise évaluation, donc ou des réserves ou des opérations des actions, donc vérification des apports en capital, donc la documentation
l'examen des actes de constitution, par exemple, si c'est une nouvelle société, vérification des enregistrements comptables, test de détail, en fait, en confirmation des rapports, des apports effectués par les actionnaires, vérification des autorisations d'augmentation de capital, vérification de réserve, documentation, on va revoir donc les PC, les procès-verbaux des assemblées et examen des calculs de réserve, donc elle a été bien calculée. Test de détail, on va vérifier le respect des dispositions légales. Par exemple, les réserves légales, comme je dis, donc il est à 5% euh, jusqu'à atteindre 10% de capital. Aussi, l'examen de l'affectation de, voilà, donc vérification de respect de dispositions et vérification des opérations sur action propre, donc documentation, revue, tout ce qui est donc résolution. En fait, il est un peu lourd parce que en fait, c'est l'image. Examen de contrat de rachat, ça c'est pour les opérations de rachat, parce que en fait, la norme en fait, traite les opérations des achats, l'achat de sociétés de ses propres actions. Donc ça, c'est la vérification. Donc si on trouve, par exemple, la société, donc elle a acheté donc, ses propres actions, on a vu en fait l'opération de rachat, donc elle est justifiée par deux choses. En fait, on achète donc nos actions soit pour les annuler, ou bien on achète nos actions pour les revendre. Donc, on a vu les particularités, le résultat de cette opération, de plus-value, de moins-value, et ainsi de suite. Tout ça, ça doit être vérifié s'il y en a cette opération d'achat, de rachat des actions. D'accord? Vérification des dividendes et affectation de résultats. Documentation qu'on va utiliser, c'est l'examen de résolution de distribution, c'est-à-dire le PV de l'Assemblée, et on va vérifier donc le calcul des dividendes distribués. Test donc de détail, confirmation de paiement de dividendes, examen des traitements de dividendes non distribués. Donc, c'est un chemin, donc c'est une schématisation de travaux de l'audit donc de ce module-là. Test de contrôle, donc, est substantif, donc test de contrôle, évaluation de l'efficacité du système de contrôle interne, test essentiel, réalisation de confirmation directe avec les actionnaires, revue analytique, des variations de compte de capitaux propres, information à fournir donc sur le détail donc, des actions et sur les mouvements des actions. Voilà. Ah, très lourd. Voilà. Donc, détail des actions. Donc, actions donc, réservées pour émission future, actions rachetées, prix d'achat, en fait, toutes les informations exigées par la norme comptable. Aussi, en fait, la norme elle exige d'écrire en fait tout ce qui est mouvement des actions, donc l'émission d'actions, rachat, la revente d'actions, euh, aussi tout ce qui est donc réserve, donc la nature de réserve, les mouvements, les restrictions de distribution, la ventilation des réserves pour fonds social aussi, et conclusion d'audit, en fait, le rapport, donc l'opinion sur la conformité des capitaux propres aux communications des points d'amélioration et de recommandations pour le système de contrôle interne. Voilà, en fait, je vais essayer donc pour les prochains, en fait, les prochaines normes, donc l'audit des prochaines normes, on va même en fait pour ceux qu'on a vus, je vais essayer de réaliser des cartes comme ça, des cartes mentales pour vous permettre en fait de voir plus clairement quels sont donc les travaux que vous devez faire donc lors de vérification de tel module. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. En fait, il y en a des choses que je n'ai pas dit. En fait, je vais vous laisser donc le temps pour les lire. Et si vous trouvez des difficultés, vous pouvez certainement donc m'en demander explication. Vous n'avez pas de questions? C'est bon, c'est un C'est bon, très bien, excellent.
Donc, Emmanuel, Oui, Emmanuel, bonsoir, monsieur Tarek. bonsoir, comment ça va? Ça va super bien. Très Bon, bien. je voulais juste voir une petite précision, hein. Est-ce Oui. que cette carte, est-ce que elle est valable pour tout type d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité? En fait, pour chaque forme juridique d'entreprise, il y en a des particularités. Mhm. Donc, par exemple, là, Ok, on parle des réserves. Il y en a des réserves qui sont destinées, par exemple, juste pour les sociétés anonymes. Aussi, en fait, il y en a en ok, fait parce que là, on parle des actions. Et les actions, on ne trouvera que dans les sociétés anonymes. En fait, on ne parle pas des parts sociaux. Donc là, en fait, c'est orienté essentiellement société anonyme. ok. D'accord? Oui, oui. Ok, Très bien. Et d'ailleurs, ok, même ça en me- fait, pour les autres sociétés comme les SARL et tout ça, en fait, c'est oui. pas toutes les législations qui prévoient en fait de l'audit de sociétés en fait de forme SARL ou bien des formes SARL surtout, parce SS, qu'en fait, voilà. en général, en fait, cette société quand elle atteint un certain taille, donc en général, elle se transforme donc en société anonyme. Donc les SARL, en général, ce sont des petites sociétés, ils n'ont pas même des moyennes sociétés. Les moyennes et les grandes sociétés, ce sont des sociétés anonymes. Et donc là, il y en a beaucoup de particularités au niveau de capital et constitution de capital et tout ça, et primes d'émission, et primes de diffusion, primes de remboursement, et ainsi de suite. En fait, il y en a beaucoup de précisions. Ok, d'accord. D'accord? C'était cette petite Très précision que bien. je voulais avoir. Merci, merci. Comment vous trouvez en fait la carte, cette carte? Est-ce que vous m'encouragez à faire les autres? Oui, oui, moi je trouve elle est très explicite, Très hein. bien. En fait, elle va vous Enfin, résumer ouais, tout ce qu'on voilà, elle a est dit. très explicite et puis je pense que si on la suit bien, c'est qu'on pourra quand même faire du bon boulot, Exactement. quoi. Exactement. En fait, ça va vous aider énormément dans vos travaux. Donc, tout d'abord, donc, ça va vous donner donc, Oui, une vision globale donc, de Mhm. mission d'audit. Donc, comme ça, vous voyez mieux. Et par la suite, donc, chaque partie que vous allez trouver, vous allez travailler, vous allez trouver les petites défalcations, donc des aides-mémoires, donc, pour ne pas oublier, donc, ne pas omettre donc, des tests ou bien des travaux à Mhm. réaliser. En fait, je vais essayer de réaliser donc des cartes pour les normes qu'on a vues. Et dès que je prépare quelque chose, je vais vous les envoyer, Inch'Allah. يعطيك الصحة ستة إن ok. Comme ça, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne soirée et on se voit donc, Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah. شاء الله. Merci Et beaucoup. Merci merci. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci.